Bonjour à tous, nous abordons aujourd'hui une nouvelle partie de l'épreuve de spécialité. Il s'agit du domaine B, littérature et culture française, et plus précisément de la composante numéro 1, histoire des idées et de la littérature. Dans cette composante, nous allons nous intéresser à la sous-composante numéro 1, l'histoire littéraire, et l'objet d'étude qui nous concerne aujourd'hui est le XVIe siècle. Le XVIe siècle constitue une période charnière dans l'histoire culturelle européenne et plus particulièrement française. Il marque une transition entre le Moyen Âge et les temps modernes avec de profondes transformations dans les domaines intellectuels, scientifiques et artistiques. Cette époque correspond à ce que l'on appelle la Renaissance, c'est-à-dire la redécouverte et la valorisation des œuvres de l'Antiquité grecque et latine. Ça, c'est dans le cadre littéraire, bien évidemment. Dans ce contexte émerge un courant de pensée majeur, à savoir l'humanisme. Les humanistes placent l'homme, ses capacités intellectuelles et son éducation au cœur de leur réflexion. Ainsi, au XVIe siècle, l'homme devient progressivement le centre de la pensée et de la culture. Pour comprendre la production littéraire du XVIe siècle, il est important de considérer son contexte politique. Tout d'abord, la période est marquée par le renforcement de la monarchie, notamment sous le règne de François Ier. Son règne correspond à une phase de centralisation du pouvoir et de consolidation de l'État monarchique. Un événement majeur à retenir, c'est celui de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance impose l'usage du français dans les actes administratifs et juridiques, remplaçant le latin. C'est une étape décisive dans l'histoire de la langue française, bien évidemment. Le français a acquis un statut institutionnel et politique. Par ailleurs, la seconde moitié du siècle est profondément marquée par les guerres de religion. Ces conflits opposent catholiques et protestants dans le contexte de la réforme initiée par Martin Luther et développée notamment par Jean Calvin. Entre 1562 et 1598, la France connaît plusieurs guerres civiles, dont l'épisode tragique du massacre de la Saint-Barthélemy. Cette période est donc marquée par un climat de tension religieuse, de violence et d'instabilité qui influencera profondément la pensée et les écrits des auteurs du XVIe siècle. Au-delà du contexte politique, le XVIe siècle est également marqué par d'importantes transformations socio-économiques. Tout d'abord, cette période correspond à celle des grandes découvertes géographiques. L'un des événements les plus marquants est absolument la découverte de l'Amérique. Cette découverte ouvre une nouvelle phase d'expansion maritime et coloniale, favorisant le développement des échanges commerciaux entre l'Europe et d'autres régions du monde. Ces nouvelles routes commerciales contribuent à l'enrichissement progressif de la bourgeoisie, une classe sociale de plus en plus influente. Le monde s'élargit, les horizons s'ouvrent et les Européens développent une nouvelle perception de l'espace et des cultures. Par ailleurs, cette période connaît également d'importantes transformations sociales. Les villes se développent et deviennent des centres économiques et culturels dynamiques. On observe aussi l'essor d'une bourgeoisie lettrée, plus instruite et plus impliquée dans la vie intellectuelle. Un facteur aussi décisif dans cette transformation, c'est l'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg au XVe siècle, dont les effets se généralisent au XVIe siècle. Grâce à l'imprimerie, les livres se diffusent plus largement et plus rapidement. En fait, cette innovation favorise une circulation accélérée des savoirs et des idées, ce qui jouera un rôle essentiel dans la diffusion de l'humanisme et dans le renouvellement de la culture européenne et surtout française.
Le XVIe siècle se distingue également par un renouveau culturel et intellectuel majeur, dominé par deux phénomènes importants, l'humanisme et la réforme. Commençons par l'humanisme. Il s'agit d'un mouvement intellectuel qui se développe en Europe et en France à partir de la Renaissance. Les humanismes prônent un retour aux textes antiques, notamment grecs et latins, qu'ils considèrent comme des modèles de savoir et de pensée. Ils accordent une grande importance à la raison humaine, à l'esprit critique et à l'éducation, convaincus que la formation intellectuelle permet à l'homme de se perfectionner. Parmi les figures majeures de ce mouvement, on peut citer Erasme, François Rabelais et Michel de Montaigne. L'idée centrale de l'humanisme est que l'homme peut se perfectionner grâce au savoir et à l'éducation. Parallèlement, le XVIe siècle est marqué par un autre phénomène majeur, c'est la réforme religieuse. Ce mouvement naît d'une critique des abus de l'Église catholique et encourage une relation plus directe entre le croyant et les textes sacrés, notamment à travers la lecture personnelle de la Bible. La réforme se développe en Europe et en France grâce à plusieurs réformateurs, parmi lesquels Jean Calvin, dont l'influence est particulièrement importante à Genève. Ce mouvement entraîne une transformation profonde de la vie religieuse et conduit progressivement à l'émergence d'un pluralisme religieux en Europe. Dans ce contexte de renouveau culturel, plusieurs courants littéraires majeurs se développent au XVIe siècle. Le premier est celui de la Pléiade, un groupe de poètes qui joue un rôle essentiel dans l'évolution de la langue et de la poésie française. Parmi ces figures principales, on trouve Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay. Ces poètes défendent un projet ambitieux, élever la langue française au rang des grandes langues littéraires. Dans cette perspective, ils encouragent l'enrichissement du vocabulaire et s'inspirent largement des modèles antiques grecs et latins. Cette ambition est notamment formulée dans l'œuvre de Du Bellay, Défense et illustration de la langue française. Alors c'est son livre intitulé Défense et illustration de la langue française, qui constitue un véritable manifeste littéraire. L'objectif de la Pléiade est donc de faire du français une langue capable d'exprimer les idées les plus élevées et les formes les plus raffinées de la poésie. Parallèlement, la poésie de la Renaissance se caractérise par plusieurs thématiques privilégiées. Les poètes explorent notamment les thèmes de l'amour, de la nature, du temps qui passe et de la mort. Cette poésie est également influencée par le pétrarchisme, une tradition qui est une tradition poétique inspirée du modèle du poète italien Pétrarque qui mit en valeur l'expression des sentiments amoureux. Sur le plan esthétique, les poètes recherchent l'harmonie, la musicalité et l'élégance de la langue. La poésie renaissante se caractérise ainsi par un lyrisme à la fois élégant, savant et profondément inspiré par la culture antique. Le XVIe siècle ne se limite pas à la poésie, il va aussi émerger des formes narratives et réflexives nouvelles. D'abord, le roman humaniste, illustré par l'œuvre de François Rabelais. Ces romans gargantua et pantagruels mettent en scène des géants dans des aventures souvent comiques et extravagantes. Mais derrière l'humour et la fantaisie se cache une critique sociale et intellectuelle. Rabelais dénonce l'ignorance, les abus des institutions et valorise au contraire le savoir, l'éducation et l'esprit critique. Son œuvre se caractérise donc par un mélange original d'humour, d'érudition, de réflexion humaniste, ce qui en fait une œuvre à la fois comique et philosophique. Par ailleurs, le XVIe siècle voit naître un genre littéraire entièrement nouveau, l'essai. Ce genre est fondé par Michel de Montaigne avec son œuvre célèbre Essai.
Dans ces textes, Montaigne propose une réflexion personnelle sur l'homme, la connaissance et l'expérience humaine. Sa pensée se caractérise par le doute, le scepticisme et l'examen critique des certitudes. À travers ses essais, il explore également la connaissance de soi en analysant ses propres pensées, ses expériences et ses émotions. Avec Montaigne, la littérature devient un espace de réflexion personnelle et d'exploration du moi, marquant ainsi la naissance d'un genre littéraire nouveau et durable. Enfin, le XVIe siècle voit également apparaître une littérature fortement engagée, en lien direct avec le contexte historique des guerres de religion qui divisent la société française. Dans cette période de tensions et de conflits, certains écrivains utilisent la littérature pour défendre des idées, dénoncer des injustices ou prendre position dans les débats religieux et politiques. C'est notamment le cas du poète Agrippa d'Aubigné, dont l'œuvre majeure, Les Tragiques, constitue un exemple emblématique de poésie engagée. À travers ses écrits, d'Aubigné critique violemment les violences des guerres religieuses et défend la cause protestante. Ainsi, la littérature ne se limite plus à une fonction esthétique ou divertissante, mais elle devient vraiment un moyen d'expression idéologique et un instrument de combat intellectuel. Autrement dit, au XVIe siècle, la littérature peut aussi devenir une arme au service des idées et des convictions. Le renouveau du XVIe siècle ne concerne pas seulement la littérature, il touche également les arts. L'art de la Renaissance se développe sous une forte influence italienne. Les artistes cherchent à représenter le monde de manière plus réaliste, notamment grâce à la maîtrise de la perspective. Ils accordent aussi une grande importance à l'harmonie et à l'équilibre des formes, tout en redécouvrant l'étude scientifique du corps humain et de l'anatomie. Ainsi, comme dans la pensée humaniste, l'homme devient le centre de la création artistique. Cette évolution se manifeste également dans l'architecture et la peinture. En France, les châteaux de la Loire illustrent parfaitement l'esthétique de la Renaissance, avec leurs formes élégantes et leur inspiration italienne. Par ailleurs, l'influence d'artistes majeurs comme Léonard da Vinci, invité à la cour de François Ier, contribue à diffuser les idées artistiques de la Renaissance en France. On observe également le développement du portrait, qui met en valeur l'individu et son identité. L'art de la Renaissance se caractérise donc par une esthétique fondée sur la mesure, l'harmonie et la recherche de la beauté classique. Pour conclure notre étude du XVIe siècle, retenons quelques points essentiels. C'est le siècle de l'humanisme avec une redécouverte de l'homme, de la culture antique et de la réflexion critique. C'est une période de crise religieuse marquée par les conflits entre catholiques et protestants. C'est un moment d'affirmation de la langue française qui commence à s'imposer dans la littérature et les écrits officiels. C'est aussi le laboratoire des idées modernes où se préparent les transformations intellectuelles et sociales à venir. Tous ces éléments annoncent et préparent le classicisme du XVIIe siècle que nous étudierons lors de notre prochain cours. Pour les références bibliographiques principalement consultées, on cite Chronologie de la littérature française du Moyen Âge à nos jours, mais aussi le XVIe siècle, collection Méchard et Lagarde. Bonne préparation à tous les candidats et je vous donne un rendez-vous pour notre prochain cours consacré au XVIIe siècle.